différents procès sur le GCO au tribunal administratif. On a eu le verdict. Alors, il faut se rapprocher. Bruno est là. Ah, le petit bourgeois, là, le petit bourgeois. Alors, les verdicts sont tombés aujourd'hui. Donc, Maître Zine, qui est là parmi nous, qui a défendu les dossiers, va vous faire un compte rendu. Un retour de l'avis du tribunal. Alors, pas trop technique, mais on fait confiance là-dessus. Écoutez, on va essayer de m'appeler. Comme ça va, hein? Alors, il y avait 6 jugements, on en a gagné 5 sur 6. Ah. Bravo, maître. Mais vous savez que le droit est subtil, certains diraient vicieux. Le tribunal administratif a suivi la quasi-intégralité de nos raisonnements, à savoir, il a considéré que les dossiers d'études d'impact étaient insuffisants sur énormément de domaines. Sur le sol, sur le sous-sol, sur la pollution de l'air, sur l'étude de trafic, sur les risques sanitaires pour la pollution de l'air, sur les espèces protégées, notamment le maintien favorable dans leur aire de répartition naturelle. Donc ils ont considéré que ces insuffisances étaient substantielles, mais, parce qu'il y a un mais, vu l'avancée des travaux, on demandait aux pétitionnaires, Arcos et Sanef, ça concerne les deux, de refaire une étude d'impact, de reprendre une enquête publique. Alors moi je rajouterais aussi l'autorité environnementale va à nouveau se prononcer. Et ils ont 10 mois pour faire ça. L'autoroute n'a pas le droit d'être mise en service pendant ce temps-là. Bon, c'est déjà ça. Et c'est important de le souligner, le tribunal ne s'est pas prononcé sur les raisons impératives d'intérêt public majeur. Derrière ce vocable technique, c'est l'idée qu'il faut justifier de quelque chose d'indispensable, d'un projet indispensable pour la région notamment. Et donc, vu les insuffisances substantielles, le tribunal se prononcera par la suite sur ces raisons impératives d'intérêt public majeur. Donc en face, ils vont se battre, mais nous aussi, puisque en l'état du droit, à l'époque où ils ont déposé le dossier, les gaz à effet de serre n'étaient pas pris en compte. Donc aujourd'hui, les gaz à effet de serre vont être pris en compte. Vous savez peut-être que nos voisins les Belges en Wallonie et puis le Pays de Galles ont suspendu toute construction d'autoroutes à cause des gaz à effet de serre. Donc bien évidemment, c'est les arguments que je vais utiliser par la suite. Et puis, je crois que j'aurai les mains libres pour tout argument juridique et toute bataille par la suite pour continuer à mettre la pression. Alors bien sûr, on ne sait pas, je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'ils vont prendre leurs petites mains et à la main, ils vont arracher tout ce qu'ils ont construit. Mais en tout cas, on va continuer de mettre la pression pour exiger des besoins de compensation bien supérieurs et pour que ce soit le plus efficace possible. Et pour que plus jamais un projet comme ça ne voit le jour, en tout cas déjà en Alsace. Voilà, je suis à votre disposition. Bravo. Merci. Merci, merci. Coucou. Alors, je n'ai pas saisi la CEDH parce que la CEDH, c'est une institution qui se saisit après coup, une fois que toutes les instances ont été saisies. Et, oui. Et que à l'époque, oui, bien sûr, mais que à l'époque, nous n'avons jamais invoqué l'article 8 par rapport à la vie privée familiale, ce sur quoi se prononce la Cour européenne, parce que c'est l'association Alsace Nature qui a porté le projet, ce ne sont pas les personnes physiques qui ont porté le projet. Après, je ne suis pas à l'abri de critiques, hein, mais ça ne se fait pas comme ça. Ouais. En tant qu'intervenante, et à condition d'avoir des intérêts propres. Voilà. Il faut peut-être avoir après les échanges en bilatéral. Discutez ensemble, ouais. Ah ben oui, Luc, il a le droit de causer, non? Bonjour à tous. Bon, je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire Maître Zint. Bon, pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise, mais comme a dit Maître Zint, ça n'arrêtera pas les travaux. Et l'État, sans doute, va jouer, même si l'enquête publique devait nous être favorable, la nouvelle, l'État va sans doute jouer la montre, faire des recours, etc., va pourrir le dossier jusqu'au bout. Et sur cette affaire,
de raisons impératives d'intérêt public majeur. Si vraiment la question est reposée, ça nous laisse encore un espoir, parce que il faudra quand même qu'on nous explique comme quoi une autoroute qui, de l'avis même de la commission d'enquête publique, le désengorgement n'est ni l'enjeu ni l'objectif du GCO, et en plus de l'aveu même de Vinci est faite pour relier l'Europe du Nord et de l'Est à l'Europe du Sud. C'est donc en gros pour faire un couloir à camion de transit international en Alsace, qui n'en a pas besoin. Et donc il faudra quand même qu'on nous explique en quoi c'est une raison impérative d'intérêt public majeur. Donc il reste un espoir là-dessus, à nous de nous battre. Maintenant l'État il ne va pas lâcher ça comme ça, et Vinci non plus. Donc peut-être que le GSO ira quand même au bout, malgré toutes ces embûches. Et pour nous, le vrai jugement, ce sera... Bon, on espère que ça ne se fera pas, mais si jamais un jour il devait être mis en service, le vrai jugement, il sera à ce moment-là, quand les citoyens verront que ça fait 20 ans qu'on leur a menti, qu'il y aura des bouchons identiques ou pires, puisque sur l'axe de Hittenheim-Strasbourg, les bouchons ils sont encore pires qu'avant, et qu'il y aura quelques milliers ou dizaines de milliers de camions supplémentaires en Alsace. Donc c'est un fiasco annoncé. Et donc nous saurons rappeler aux Alsaciens à qui on doit ce fiasco. En temps et en heure, pour l'instant on a un espoir, continuons cette bagarre jusqu'au bout. Voilà. Restons donc mobilisés, le combat pour les mobilités cohérentes continue, contre le couloir à camion et donc pour une écotaxe à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire au moins équivalente à la Elkanemaut en Alsace. Ça me fait penser que là on est devant le monument dédié au général Leclerc qui a libéré Strasbourg en 1944 et donc libéré aussi l'Alsace par la même occasion, tenant ainsi son serment de coup franc. Alors maintenant moi je me demande, 77 ans après, quel nouveau Leclerc va libérer Strasbourg et l'Alsace des camions de transit, puisque même si le GSO permettrait de sortir quelques camions de transit de Strasbourg, Strasbourg respire, l'a très bien dit, par l'effet des vents dominants, de la pollution globale. Strasbourg sera autant impacté que le reste de l'Alsace par ce couloir à camions. Alors voilà, quel sera ce nouveau Leclerc? Est-ce qu'on peut compter sur le président de la CEA, Bierry? On voit très bien que si on a une écotaxe, elle sera forcément au rabais, parce que M. Bierry, il veut déjà négocier avec les transporteurs, négocier avec les agriculteurs. En gros, on va demander l'autorisation aux transporteurs routiers pour avoir une écotaxe. Je pense que Leclerc, en 1944, n'a pas demandé l'autorisation aux Allemands pour libérer Strasbourg. Exactement. Et puis il y a aussi le problème des agriculteurs, tendance FNSEA, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Ils ont fait déjà savoir qu'ils se battront contre l'écotaxe. Donc en gros, ils nous auront trahi deux fois. Une première fois en négociant avec Vinci sur le GSO, une deuxième fois en refusant cette écotaxe salvatrice pour l'Alsace. Donc ça, c'est encore un enjeu pour lequel il faut à tout prix que nous restions tous mobilisés. Je rappelle quand même pour cette affaire d'écotaxe, un camion de 20 tonnes qui fait 10 km, il va payer 0,2 centimes d'euros, je dis bien 0,2 centimes d'euros de taxes ramenées au kilo de marchandises. Ça fait 0,2 centimes d'euros le kilo en plus, et en plus ce sera le consommateur final qui devra le payer. Alors qu'on arrête de nous dire que cette écotaxe va nuire à l'économie locale, à l'économie de proximité. À côté de ça, un camion qui fait 1000 km, il payera celui-là 20 centimes d'euros d'écotaxe. Donc c'est un vrai avantage à la proximité, un avantage concurrentiel à la proximité. Il faut vraiment qu'on arrive à expliquer ça. Et j'essaie ou pas d'ailleurs qu'on arrive à avoir cette écotaxe pour l'Alsace. Voilà, alors bon, j'ai pensé récemment, c'est une actualité assez récente, Axel Kahn, le généticien et père qui s'occupait pas de l'ARC, mais de la Fondation contre le cancer, je ne me rappelle plus du nom exact. Il avait témoigné de façon très émouvante avant de mourir. Il se rappelait son père qui lui a dit, avant de se suicider, son propre père, sois responsable et humain. Voilà, c'est des phrases très fortes. Il a essayé toute sa vie d'être responsable et humain. Si on analyse ça, si on analyse le GSO à cette époque-là, le GSO c'était de la violence contre les habitants, les indistes qui ne voulaient que sauver finalement la forêt. Donc c'était clairement inhumain.
Et donc le GSO, vu tout ce qu'on a dit, c'est aussi clairement irresponsable. Donc le GSO, c'est inhumain et irresponsable. Et c'est peut-être ça le pire dans ce fiasco annoncé, si jamais il se fait, mais on va encore se battre à fond pour qu'il ne se fasse pas, c'est que on sait très bien que le dérèglement climatique nous obligera à changer de façon très importante, radicalement, nos mentalités, nos comportements, changer nos façons de se déplacer, revoir le tout routier, réduire l'autosolisme, mais tout ça pendant 54 ans. Ces politiques cohérentes, elles seront contradictoires avec les intérêts et les bénéfices de Vinci qui aura une concession pendant 54 ans et qui aura besoin de trafic. Mais nous, on s'en fout. C'est pas nous qui sommes tombés dans ce piège. Ça fait 20 ans qu'on dit que c'est une connerie, que c'est un fiasco. C'est l'État qui est tombé dans le piège, mais ils ont qu'à payer. Malheureusement, ce sera avec notre argent. Mais notre but, si le GSO se fait, c'est de faire en sorte qu'il soit inutile. Parce que s'il est utile, c'est une catastrophe, pas seulement pour nous, mais pour toute l'Alsace. Merci. Oui, Luc, j'ai aussi lu qu'à Vendenheim, tu sais, ils font l'agrandissement de la zone et que là, il y aura beaucoup plus de voitures qu'avant. Il y aura plein de trucs et ça va être encore un bouchon de plus. Ça sera un bouchon de plus, tu sais. Oui. Mais pire encore que peut-être ce qui est maintenant, tu vois. Oui, sans doute. Ouais. Un petit mot. J'espère que tout le monde m'entend malgré le tram. Moi, je vais être un petit peu plus égoïste dans mes propos. Je vais vous parler de moi, parce que c'est en tant que maire honoraire de Kolbsheim que je souhaiterais m'exprimer. Chaque fois que les médias parlaient de notre combat et de ce projet, on montrait souvent une image dans laquelle je brûlais mon écharpe. Je sais que j'ai offusqué beaucoup de collègues élus, également non élus, qui étaient outrés que je bafoue ainsi les valeurs de la République. Il se trouve que j'ai un profond respect pour ces valeurs et mon geste ne s'adressait absolument pas à ces valeurs, mais à ceux qui sont censés les porter et les défendre. Ce sont eux qui ont trahi ces valeurs et à plusieurs reprises. J'aime à rappeler que ça fait 20 ans que je demandais que l'on me démontre que le grand contournement ouest est la solution pour régler les problèmes de Strasbourg et de l'Alsace. Aucune des données fournies jusqu'à présent ne l'a démontré. Luc l'a encore rappelé, bien au contraire. Faut-il rappeler aussi, lors de l'enquête publique, une énorme majorité s'était prononcée contre. Les rares qui s'étaient exprimés pour l'avaient fait pour de mauvaises raisons, et c'est même le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'État lui-même, qui avouait que l'enjeu n'était pas de désengorger Strasbourg. Faut-il rappeler aussi que le ministre de tutelle de l'époque disait que c'était une ânerie, il utilisait un mot moins élégant, mais qu'il a néanmoins signé finalement la déclaration d'utilité publique. On ne se dresse pas contre un Premier ministre. Faut-il rappeler aussi que le rapporteur du Conseil d'État avait conclu à l'annulation de la DUP, avis que le Conseil d'État suit en règle générale, mais qu'il n'a pas fait dans ce cas-là. On ne se dresse pas contre un Premier ministre. Faut-il rappeler aussi que le projet a été abandonné en 2012 pour ensuite ressusciter sous la pression des lobbies, que des arrêtés seront signés en 2018 malgré un nombre d'avis négatifs jamais vus dans un dossier de ce type, que le ministre de l'Environnement démissionnera le jour de la dernière signature permettant que les tronçonneuses abattent les premiers arbres le jour même de la signature. On ne se dresse pas contre un Premier ministre ou contre un président de la République. Faut-il rappeler enfin que lors d'un référé en urgence, le tribunal concède un doute sérieux de légalité, mais que exceptionnellement ne prononcera pas l'arrêt des travaux en attendant le jugement sur le fond, quel que soit d'ailleurs le verdict. Et on est amené à penser, avec ce qu'on a entendu ce soir des propos de Maître Zinde, qu'on comprend pourquoi il ne l'a pas fait. Que penser enfin aussi quand un ministre de l'Intérieur accepte de lancer une armée de 500 gardes mobiles sur un village pacifique
épaulés d'une poignée de zadistes et de militants tout aussi non violents. Quel était leur crime? Avoir voulu sauver une forêt, des terres agricoles, une biodiversité face à un projet inutile, climaticide et aux antipodes du futur plan climat européen. Le ministre aurait dit par la suite qu'il n'aurait jamais donné le feu vert s'il avait su que rien n'était jugé sur le fond. Non, je n'ai pas vu l'égalité. Je n'ai pas vu non plus la liberté lorsque je n'avais plus le droit de me déplacer dans mon banc communal pour constater les destructions qui s'opéraient. Que dire enfin de la fraternité? Lorsque je me suis fait gazer à 4 reprises avec mes concitoyens, avec les militants paisibles et des élus, dont des maires et des parlementaires. Non, mes amis, les dévoyés, ce n'était ni vous, ni moi. C'était bien nos décideurs locaux et nationaux. Et même si beaucoup de mal a déjà été fait, ce ne seront pas les tribunaux, mais l'avenir qui jugera. Et j'espère quand même que les coupables auront des comptes à rendre devant les générations futures. Je vous remercie pour votre attention. Bravo.